Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vais vous parler de choses profondes, de fond vraiment, et en même temps d'actualité. Disons que l'actualité illustre des propos que j'aurais pu tenir à d'autres moments et que donc c'est l'occasion de vous en parler. Je dois dire que je suis à la fois content et à la fois déçu parce que d'une part, on voit qu'il y a effectivement une résistance qui se met en place par rapport à diverses décisions qui vont toutes dans le même sens, qui est une uniformisation du monde, donc détruire les cultures, détruire les différences, même détruire les différences entre les hommes et les femmes, hein, ça va loin. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo, ou plutôt je vais la mettre là, qui est de la guerre de civilisation en cours, c'est un petit peu de ça que je parle. Hein. Donc éventuellement vous pouvez aller voir ça si vous ne comprenez pas quel est le sujet. Mais en même temps, une majorité des gens qui s'estiment résistants, en toute honnêteté certainement, hein, eh bien, sont en fait des idiots utiles. C'est une expression consacrée, hein, c'est pas une insulte. Idiots utiles signifie que par leur incompréhension totale ou partielle du problème, ils veulent agir contre des décisions qui sont prises, mais en fait ils aident ceux qui prennent ces décisions. Ça c'est vraiment la notion d'idiot utile. Alors, pour l'illustrer, j'ai pensé à une analogie très facile à comprendre, que je vais pouvoir appliquer à plusieurs des problèmes. Mais une fois que vous aurez compris le principe, vous comprendrez comment est-ce que autant de résistants peuvent être des idiots utiles, donc du système. Avec plusieurs exemples. Des exemples concrets, non pas des exemples imaginaires, qui existent donc dans la réalité actuellement. C'est mon habitude de prendre des analogies avec des histoires de bateaux. Et pourquoi? Eh bien parce que souvent on est tous sur le même bateau, c'est d'ailleurs une expression en français, hein, être tous sur le même bateau. Et donc si le bateau est en train de couler, ça concerne tout le monde. C'est donc un exemple très facile à comprendre pour tout le monde. Donc on est sur un bateau, il y a une fuite, hein, c'est souvent comme ça que ça commence, hein, sinon c'est pas intéressant. Et donc il y a des gens, dont je fais partie, qui constatent la fuite. Alors pourquoi est-ce que certains voient la fuite et d'autres pas? Eh bien, pour prolonger l'analogie, moi je suis avec mes jumelles ou mon appareil photo, je me balade tout autour du bateau, enfin sur le pont, mais sur le bord, pour pouvoir voir les oiseaux. Hein, je suis ornithologue, je vous le rappelle. Et donc je me penche pour voir des petits oiseaux qui passent près du bateau, et puis je constate qu'il y a une brèche. Voilà, donc j'ai vu la brèche, et je me dis, aïe aïe aïe, il y a un problème. Et puis la brèche, comme je ne l'ai pas vue il y a une minute, mais il y a un moment, eh bien le bateau est en train de s'enfoncer. Donc j'ai vu la brèche, et le bateau s'enfonce. C'est difficile à croire que le bateau n'est pas en train de couler. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi, en tant que personne responsable? Eh bien, j'interpelle les autorités, je dis « Hey, il faut réparer la brèche ». Le problème qui se pose est le suivant. Jusqu'il y a, je ne sais plus, 20-25 ans, le pouvoir niait l'existence de la brèche et niait que le bateau coulait. Et donc, on était comme face à un mur. Et on essayait d'alerter les gens, du public, pour que nous soyons nombreux à obliger notre pouvoir à prendre des décisions ou à voter pour des gens qui proposent évidemment de prendre des décisions. C'est le travail que j'ai fait pendant des dizaines d'années. Je dirais oui, moi, voilà, j'ai fait ça disons 20 ans. Et puis les choses ont changé, progressivement. Je ne sais plus les dates, il faudrait refaire un historique, c'est pas ça qui est important. Le pouvoir a commencé à parler des problèmes et à te proposer des solutions. Le gros problème, justement, c'est que ces solutions sont des mauvaises solutions. Et ce pouvoir ne prend pas ces décisions pour vraiment solutionner le fait que le bateau coule, de réparer la brèche par exemple, hein, de colmater la brèche. Non, non. Il le fait pour d'autres raisons. Pour asseoir son pouvoir, pour mieux contrôler la population, etc. Donc moi, en tant que lanceur d'alerte, qui demandait des solutions bien avant que le pouvoir n'en parle, je voudrais trouver des gens qui rejettent ces solutions pour proposer des solutions alternatives qui sont les bonnes solutions. Voilà un petit peu la situation. Or, voilà ce qui se passe. Il existe en fait 3 types de personnes dans le grand public. On va dire dans les passagers du bateau. Il y a des gens, comme moi, qui constatent le problème depuis longtemps, qui ont déjà réfléchi aux solutions, qui connaissent les solutions, et qui constatent que le pouvoir ne prend pas ces bonnes solutions. Et donc, ils demandent un changement. Malheureusement, ces gens sont très minoritaires. Nous sommes très peu nombreux. Ensuite, il y a des gens qui, bien souvent, mais pas toujours, c'est pas systématique, j'ai perdu des amis, moi, dans cette histoire, des gens que je connaissais depuis longtemps, qui étaient conscients des problèmes,
et qui adhèrent aux solutions du pouvoir. Et qui disent bravo, le pouvoir va mettre en passe énergétique ou en passe climatique pour limiter la consommation de carburant, il va mettre en place des systèmes pour qu'on voyage moins en avion, pour qu'on sorte plus de son quartier, on fait des quartiers de 15 minutes, on ne doit plus partir de chez soi. Sauf que le problème, c'est bien d'avoir des services à 15 minutes de chez soi. Mais si on n'a plus la liberté de sortir des 15 minutes, ça devient une prison. Vous voyez? Donc il faut bien faire attention à ce qui est proposé et comment c'est fait. Donc on a les gens conscients qui ont des solutions cohérentes, des gens conscients qui adhèrent aux solutions du pouvoir qui sont mauvaises, et alors on a les gens qui sont dans le déni. Il y a des gens qui sont tranquillement sur leur pont ou dans le salon, et quand on va leur dire hey, il y a le bateau qui coule, fais gaffe, oui c'est ce que dit le capitaine et son équipage, et c'est ça, ils veulent que nous jetions nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs par-dessus bord pour limiter le poids, on sait bien que c'est pour ça, et donc nous on veut pas, et on sait que le bateau il coule pas. Mais, enfin, le bateau coule, j'ai vu la brèche, et non, il coule pas. On pourrait prolonger cette analogie et dire il y a ceux qui sont dans le déni que le bateau coule à cause de la brèche, mais qui reconnaissent que le bateau s'enfonce, mais qui vont dire oui, mais le pouvoir le fait exprès, ils ont exprès fait enfoncer le bateau pour nous obliger à jeter nos tablettes ou je ne sais pas quoi. Vous voyez? Donc il y a plusieurs solutions. Ou alors qui disent oui, on s'enfonce un peu pour l'instant parce que l'eau ici est moins dense, c'est tout à fait naturel, et puis dans quelques miles, dans quelques kilomètres, eh bien ça reviendra à la normale. Donc il y a, pour faire les grandes catégories, ceux qui sont conscients et proposent des bonnes solutions, ceux qui sont conscients et adhèrent aux propositions du pouvoir, et ceux qui sont dans le déni, que ce soit le déni que le bateau coule, ou les raisons pour lesquelles il coule. Alors, cette analogie s'applique à beaucoup de choses, mais elle s'applique très facilement au problème du climat. Le problème du climat est un problème parmi d'autres, et je précise, ce n'est pas le problème principal. Mais c'est un problème dont on parle tout le temps. On le présente comme le père des problèmes environnementaux. Et je précise, ce n'est pas le cas. Mais c'est un problème quand même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens comme moi qui parlent du climat depuis 25-30 ans, qui disent que c'est un problème, entre autres, mais il y a d'autres problèmes qui sont liés très souvent, la déforestation, la perte de biodiversité, la pollution des eaux, etc. Et qui disent qu'il y a aussi le problème du climat. Au début, le pouvoir disait n'importe quoi, puis ils ont créé le GIEC, ils ont dit voilà, on va faire un comité qui va étudier tout ça, et puis ce comité est politisé, donc il remet des rapports qui sont pas tout à fait scientifiques, et puis basé sur ces rapports pas tout à fait scientifiques, le pouvoir propose des solutions qui sont très mauvaises. Et donc je me retrouve exactement dans la situation du bateau. Il y a les gens qui sont conscients et qui disent si, regarde, le pouvoir prend des bonnes solutions. Je dis mais non, c'est pas des bonnes solutions, vous voyez pas, ils sont en train de nous esclavagiser, ils sont pas du tout en train de solutionner le climat. Si, t'es complotiste, tu comprends rien. Bon. Puis il y a les gens qui sont dans le déni, le climat se réchauffe pas. Bon, il y en a de moins en moins parce que c'est difficile à nier, comme ça se voit partout sur la planète, que tous les agriculteurs de la planète le constatent et en sont désespérés, il y en a beaucoup qui n'arrivent plus à cultiver à cause de ça, ça commence à être difficile. Alors on dit ouais, mais c'est naturel, c'est juste une phase, ça va passer. Et on peut encore ajouter ceux qui disent oui, le climat se réchauffe, c'est à cause des chemtrails, on pulvérise des produits dans l'atmosphère pour faire réchauffer le climat et l'utiliser comme prétexte pour prendre ces décisions qui sont des mauvaises décisions. Et donc au final, il n'y a rien qui avance. Et donc on a des gens qui vont dans la rue demander des actions pour sauver le climat, à Sainte-Soline, pour qu'on ne fasse pas les bassines, etc. Il y a toutes sortes d'actions. Mais très souvent, pas tous, j'accuse pas tout le monde sans exception, mais très souvent ces gens sont eux-mêmes incohérents. Et comme ils n'ont pas de bonnes solutions, eh bien on est divisé. On est divisé entre des gens qui veulent des solutions différentes et des gens qui disent qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a rien à faire. Et donc le pouvoir a le champ libre. Mais surtout, et j'insiste ici, qui sont les pires idiots utiles dans cette histoire? C'est les gens qui sont dans le déni. Pourquoi? Parce que ceux qui nient le réchauffement climatique, ils donnent de l'eau au moulin, et beaucoup d'eau au moulin, à ceux qui veulent imposer des mesures pour dire comment est-ce que vous voulez qu'on fasse simplement de l'éducation, qu'on demande gentiment de diminuer les voyages en avion, de diminuer la viande, de je ne sais pas toutes les mesures qui pourraient être prises. Enfin, si je le sais, mais je ne vais pas prolonger ici, je vous renverrai vers d'autres vidéos où j'en parle, j'en ai fait des listes, c'est pas le souci. Eh bien, ils ne veulent même pas reconnaître le problème, donc forcément, ils ne vont pas écouter les solutions qu'on propose, et donc on est obligé de mettre des mesures coercitives, de les obliger à le faire. C'est la seule solution.
Alors que si nous étions groupés entre les résistants, je ne parle pas de ceux qui sont consciemment complices du gouvernement, du pouvoir, je ne parle pas de ceux-là, mais tous ceux qui sont résistants et qui ne veulent pas des mesures que le pouvoir veut nous imposer. Nous devrions être groupés, réfléchir ensemble de façon scientifique, rationnelle, à une solution au problème et la mettre en place. Parce que si le problème disparaît, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme justification pour mettre leur restriction de liberté? Aucune. Vous voyez? C'est la seule manière de les empêcher d'agir. C'est de solutionner le problème avant qu'ils aient le temps de le récupérer pour mettre des mesures liberticides. C'est exactement la même chose avec le Covid. Hein. Et moi, je l'avais dit dès le début, dès février 2020, je l'avais dit. J'avais dit, on va profiter du Covid pour mettre des mesures de restriction de liberté. Allez voir, hein, la vidéo est toujours en ligne. Sauf si on arrête la pandémie. Ce qui est très facile. Je l'ai expliqué d'ailleurs quand il y avait les manifestations anti-pass, etc. Bien sûr qu'il faut manifester contre les passes et tout. Et je soutenais Florian Philippot, entre autres, qui est certainement celui qui a organisé le plus de manifestations contre ça en France. Bravo. Mais pour que ça marche, il faut, parallèlement aux manifestations, prendre des mesures pour assurer que la pandémie s'arrête et que donc les gens n'aient pas peur, d'une part, et qu'il n'y ait pas la justification du pouvoir de dire « Regardez, ils ne veulent pas de passe, mais la pandémie continue à avancer, donc on doit bien les obliger. » Et comment? J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Mais je vais revenir rapidement parce que c'est le même sujet que le réchauffement climatique. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, c'est pas nouveau, je ne l'ai pas découvert aujourd'hui. Regardez, je l'ai dit dans cette vidéo, j'ai dit la cause commune du réchauffement climatique, des pandémies et d'autres choses. Alors, est-ce que les émeutes qui ont lieu en France, donc quand je tourne cette vidéo en juillet 2023, dans les banlieues, alors l'élément déclencheur, ça a été la mort de Naël, si je me souviens bien, je n'ai pas suivi ça de très près parce que j'avoue que ce n'est pas l'actualité qui me passionne le plus, qui a été arrêté par la police, refus d'obtempérer, il s'est pris une balle en pleine poitrine, il en est mort. Et donc, ça a été l'élément déclencheur de révolte dans les banlieues, de façon générale. Et alors, c'est agrégé des forces plutôt de gauche, souvent écologistes, qui se révoltent contre la répression de façon générale, la police, le gouvernement, etc. Donc, il y a une sorte de convergence des luttes, entre les guillemets, parce que vous allez voir que ce n'est pas du tout une vraie convergence, mais provisoirement, on a l'impression que ça pourrait être une convergence des luttes. Et donc, est-ce que ces gens sont des idiots utiles du pouvoir aussi, ou est-ce que ce sont des vrais résistants? Eh bien, vous vous en doutez un petit peu, je pense, mon public est un public quand même plutôt intelligent. Malheureusement, ces révoltes, elles arrangent parfaitement le pouvoir. Alors, on peut faire un peu de complotisme, est-ce qu'ils l'ont fait exprès, est-ce qu'ils l'ont alimenté? Je pense vraiment pas que Macron a téléphoné à un flic, je caricature exprès, hein, et qui a dit tu descends en jeune de banlieue et comme ça fera des émeutes. Évidemment non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais, dans tous les pays du monde, et ça n'a rien à voir avec des races et des cultures et tous des machins qu'on essaye d'agréger autour, quand il y a beaucoup d'immigration, il y a des problèmes. Et je vais vous dire pourquoi. Je connais bien le problème. J'ai quand même visité la Turquie, je pense que c'est le pays du monde qui a le plus de réfugiés. Et surtout, j'ai vécu 4 ans en Ouganda, qui est le pays d'Afrique, qui a le plus de réfugiés sur son sol, et je crois deuxième au monde derrière la Turquie. Les chiffres peuvent varier d'une année à l'autre, donc je ne garantis pas, je n'ai pas été vérifié une minute avant de tourner la vidéo, mais c'était en tout cas comme ça récemment. Donc je vois bien le problème des réfugiés et des migrants. Alors vous savez, c'est pas la même chose, il ne faut pas faire un mélange entre les réfugiés et les migrants. Ben, ça dépend. Les raisons pour lesquelles ils viennent, etc. Tout ça, c'est très différent. C'est certain que des gens qui en ont vraiment besoin, il faut les accueillir différemment. Des gens qui essayent simplement de profiter d'un système social ou des richesses, etc. Donc tout ça est à relativiser. Mais, il y a un point commun. Je vous rappelle que je sais de quoi je parle. Je suis belge, mais je ne suis plus résident en Belgique. Je suis résident au Mexique et ça n'a pas encore changé puisque il y a la situation de ma compagne qui s'en mêle. Bref, je ne suis pas ici pour parler de ma situation personnelle, mais c'est pour dire que s'expatrier, je connais. J'étais tout à fait résident officiel avec un permis de travail en Ouganda, et donc je peux facilement me placer comme migrant. Parce que expatrié et migrant, c'est la même chose en fait. Sauf que certains voient le migrant comme quelqu'un qui fuit, et l'expatrié comme quelqu'un qui a envie d'aller quelque part. Mais ce n'est pas vraiment dans la définition. Moi, quand je suis au Mexique, j'ai envie qu'on me demande de parler espagnol. J'ai pas envie qu'on accepte comme résident des gens qui ne parlent pas la langue. J'ai envie
qu'on me dise t'es étranger, tu ne votes pas. C'est pas à moi de décider pour les Mexicains. C'est pas mon pays. Bien sûr, si je reste longtemps et que je parviens à avoir la nationalité, et j'espère que c'est pas si facile, j'espère qu'on filtrera, qu'on vérifiera que je suis une personne qui respecte les lois, qui parle correctement espagnol, qui connaît la culture, qui sait se comporter, qui sait s'habiller par rapport à ce qui existe dans le pays, alors on peut me donner la nationalité mexicaine, et je respecterai évidemment le mode de vie mexicain. Mais si on accepte tout le monde, des Américains qui parlent anglais, qui ne parlent pas espagnol, qui amènent leur mode de vie, qui amènent leur nourriture, qui amènent, vous savez, enfin toute la culture des États-Unis, et que les Mexiques deviennent comme une extension des États-Unis, je le regretterais amèrement. Vous allez me dire, c'est peut-être le contraire qui se passe, les Latinos vont aux États-Unis et apportent leur culture et leur langue. Mais je le regrette aussi, même si j'aimerais bien que la politique américaine change à l'international, mais ça c'est très différent, parce que c'est un pays qui s'ingère partout dans le monde. Ce n'est pas le sujet ici. Je trouve que chaque pays devrait protéger son mode de vie et sa culture. Et pourquoi je pense ça? Bien sûr qu'il faut évoluer, on doit tous évoluer. On est dans une situation où la planète est sur le point de devenir inhabitable dans quelques années. Si on continue à se comporter comme ça, il faut que ça évolue, mais on peut évoluer différemment. Il y a les priorités, les choses qu'il faut vraiment éviter, et puis chacun a ses petites particularités. C'est comme la biodiversité. Dans chaque région forestière, il y a des oiseaux, il y a des insectes, et ils sont nécessaires. Et la base est la même. Il faut des pollinisateurs, il faut des animaux qui dispersent les graines, les fruits, tout ça il faut. Mais pourquoi ça devrait être les mêmes? On est content que quand on va au Mexique, on ne voit pas les mêmes oiseaux qu'en Colombie, qu'en Brésil, qu'en Australie ou qu'en Afrique. Vous voyez? Pareil pour notre culture. Moi quand je vais au Sultanat d'Oman et que je vois des villes toutes blanches avec des mosquées, des tours, c'est magnifique. Mais je n'ai pas envie que ce soit comme ça à Bruxelles. Je suis content que ce soit à Oman. Et quand je vais au Japon, je suis content de ne pas voir des mosquées non plus. Je préfère voir des temples japonais. Et je n'ai pas envie de voir des grands buildings comme on les voit à New York ou à Los Angeles. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Mais il y a plus important. Les étrangers qui viennent dans certains pays et qui vont en nombre dans un autre pays, ils font plus de problèmes. Toujours. C'est partout comme ça. Ce n'est pas le fait qu'ils soient noirs, blancs, musulmans, catholiques. Ça n'a rien à voir. C'est parce que, quand on s'expatrie, c'est qu'on a déjà une mentalité différente. Peut-être qu'on fuit des lois, peut-être qu'on fuit des restrictions, peut-être qu'on fuit le fait qu'on est obligé de se soumettre à un mode de vie. Exemple que je connais bien, puisque j'ai voyagé une vingtaine de fois au Maroc, souvent pour guider des groupes, mais aussi pour faire de la recherche. J'ai travaillé beaucoup évidemment avec des étrangers, mais aussi avec des Marocains, donc je connais assez bien la mentalité. Et en plus en Belgique, ça doit être une des communautés où il y a le plus de migrants. C'était la première en certains moments, je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'ai pu regarder les chiffres, mais c'est une communauté importante en Belgique, ce sont les Marocains ou les personnes d'origine marocaine. Mais c'est simple, si vous voyagez un peu, vous le savez, les Marocains au Maroc sont des gens adorables. Il y a beaucoup de gens adorables dans le monde, il y a les Mexicains, il y a les Tanzaniens, il y a beaucoup de gens que j'aime bien, mais les Marocains sont adorables. Ils sont accueillants, ils sont gentils, ils vous aident facilement, on a le contact facile, il y a vraiment beaucoup de positifs à dire. Alors je sais, il y a des problèmes, le pays n'est pas parfait, il n'y a aucun pays parfait, hein. Il y a beaucoup de points positifs. Mais la mentalité des Marocains qui viennent en Belgique est différente. Alors, avant de critiquer, elle est forcément différente. Parce qu'une personne qui se sent bien au Maroc, qui adhère à cette manière de vivre, ce n'est pas lui qui va s'expatrier. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions. Il peut être spécialiste en je ne sais pas quelle science et il trouve un laboratoire aux États-Unis pour travailler. Mais ça, c'est 0,01% des migrants ou des expatriés. Des gens un peu comme moi. Moi, si j'ai commencé à voyager, à chercher d'autres endroits pour vivre, c'est pour voir plus d'oiseaux. C'est pour voir de la biodiversité. C'est pas parce que je fuis quelque chose ou que je suis recherché dans mon pays, etc. D'ailleurs, au Guatemala, j'ai un ami, c'est devenu un ami, un directeur d'hôtel, qui m'a dit « Les Guatémaltèques aux États-Unis, ils ont la réputation d'être des criminels. » Et c'est une réputation justifiée parce que nos criminels, ils vont aux États-Unis. Plutôt que risquer d'être attrapés par la police guatémaltèque, qui n'est pas tendre du tout, à tort ou à raison, hein, je ne vais pas juger ici de la question, eh bien, il préfère s'expatrier aux États-Unis. Et donc lui-même a été aux États-Unis, et il a rencontré des Guatémaltèques, et presque tous sont dehors de la loi au Guatemala.
Donc forcément, il y a un effet de filtre. Et donc les Guatémaltèques aux États-Unis sont effectivement plus violents, plus voleurs que la moyenne des habitants des États-Unis, mais surtout que la moyenne des Guatémaltèques, qui sont des gens généralement très gentils, presque comme au Mexique. Alors, je dirais dans le sud, c'est la même chose. Dans le nord, dans la région de Petén, je n'ai pas ressenti cette amabilité extrême comme au Mexique, mais dans le sud, oui. Même dans la ville de Guatemala. Donc vous voyez, il y a un effet de filtre, le fait de s'expatrier, de partir, de quitter son pays, c'est un filtre qui fait que ce ne sont que certaines personnes avec certaines mentalités. Donc, ça devrait être le pays d'accueil qui met des filtres pour s'assurer que ça n'augmente pas la criminalité, que ça n'augmente pas les vols, que ça n'augmente pas les arnaques. Donc il faut protéger les institutions, protéger les gens du pays, en France, les Français, qu'ils soient d'ailleurs français ou d'origine étrangère, n'est pas la question. Les gens qui sont dans le pays, qui se comportent bien, devraient être protégés d'une migration de gens qui viennent, peut-être pas directement avec des mauvaises intentions, mais qui ont une mentalité différente. Et si on ne met pas de filtre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe les émeutes, que vous voyez maintenant. Et ça peut dégénérer en guerre civile. Vous savez, il n'y a rien de nouveau à ça. Et ça a encore une fois rien à voir avec du racisme, pour ceux qui disent ça. Regardez l'Afrique du Sud. Quand l'Afrique du Sud s'est ouverte après l'apartheid, Mandela a dit, nous on est Africains, on est tous frères, donc aucun visa nécessaire, tous les Africains peuvent venir en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein d'Africains venus de pays pauvres, Angola, Mozambique, Malawi, je ne vais pas faire toute la liste, mais enfin ça c'est des pays qui sont relativement proches, où il y a eu énormément de gens, Zambie aussi bien sûr, qui ont été en Afrique du Sud, qui était le pays le plus riche d'Afrique. Je crois que maintenant il a été dépassé par le Nigeria, qui a une population 3 fois supérieure, plus ou moins. C'est un ordre de grandeur, et donc c'est pas tout à fait comparable. Et donc, forcément, l'Afrique du Sud attire. Mais ces gens qui viennent de pays pauvres, qui ont l'habitude de salaires vraiment de misère, je n'ai pas des chiffres qui correspondent à chaque année, mais enfin, par exemple, pour vous donner une idée, quand j'étais en Tanzanie, il n'y a encore pas si longtemps, une quinzaine d'années, certaines personnes avaient un salaire dans l'administration, un boulot officiel, de l'ordre de $30 par mois. Et donc, quand on va en Afrique du Sud et qu'on propose un salaire de $500 par mois, même si ce n'est pas beaucoup pour le pays, ça paraît énorme pour l'étranger. Et donc, il acceptait de prendre des boulots moins bien payés, plus durs, en se disant, je ne vais pas dépenser grand-chose et je vais envoyer de l'argent au pays. Et vous voyez, ce n'est pas une question de race, on parle de noirs, tous noirs. Mais les Sud-Africains, j'insiste, les Sud-Africains noirs, qui ont vu leur liberté enfin respectée avec l'histoire de Mandela, ils commencent à travailler, ils commencent à avoir des bons salaires, et ils voient des étrangers qui viennent et qui leur piquent leur boulot pour des salaires bien inférieurs. Eh bien, ils se sont mis à détester les migrants, au point qu'il y a eu beaucoup de morts de Sud-Africains, bien souvent noirs, qui tuaient des Africains d'autres pays, venus s'installer chez eux pour profiter de la richesse. Et donc, il a fallu légiférer. Je n'ai pas suivi toute la politique sud-africaine. Il y a encore des problèmes. Ça va mieux, mais il y a encore des problèmes. Mais il ne faut pas croire que c'est un problème de blanc, d'Europe, de race, de religion. Non, non. C'est pas ça le problème. Alors, est-ce que donc ces émeutes sont des actions de résistance par rapport au pouvoir, notre pouvoir qui est mauvais, on le sait. Le pouvoir de Macron est soumis à l'Union européenne, qui est un outil de colonisation des États-Unis. On sait que c'est mauvais. Et donc, est-ce que ces émeutes, c'est une épine dans le pied dans ce pouvoir que nous aimerions voir mis de côté, pour ne rien dire de plus violent? Mais non, bien sûr que non. Cette situation est arrivée parce que les autorités mondialistes, donc bien sûr la Macronie, l'Union européenne, et je dirais les mentors, dont la plupart sont les mondialistes en fait. Alors on parle souvent des États-Unis parce que les mondialistes utilisent l'armée américaine, c'est leur outil militaire principal. Mais enfin, c'est bien sûr Davos et compagnie. Ils ont mis en place un système qui assure que ce problème va arriver. Et ce n'est pas de l'incompétence, ceux qui disent qu'ils sont incompétents, bien sûr que non. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils savaient que ça allait arriver. Alors, ce n'est pas eux nécessairement qui ont dit aux policiers tuant, parce que voilà, ça mettra le feu aux poudres. Non, non. Mais ça fait partie du plan, comme ça faisait partie du plan d'avoir un virus.
alors qu'il les sort dans le laboratoire ou qu'ils soient venus entre les guillemets naturellement, comme je l'ai expliqué dans diverses vidéos, ce n'est pas la question. Le virus est instrumentalisé pour réduire les libertés et mettre un gouvernement mondial en place. La guerre en Ukraine, c'est la même chose. La guerre, elle existe, mais elle a été provoquée ou encouragée. Les Occidentaux, les Américains ont soufflé sur des braises. Alors, certains me disent, oui, mais il y avait déjà des braises. Ben oui, c'est sûr, il y avait des problèmes en Ukraine, des problèmes qui sont issus de la fin de l'Union soviétique, etc., des erreurs de Lénine, de Staline, tout ça, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas dit que la situation était parfaite. Mais les États-Unis ont soufflé sur les braises pour s'assurer une guerre, pour pouvoir justifier des tas de mesures, notamment détruire l'économie européenne au profit de l'économie américaine. Puisque les mondialistes contrôlent l'appareil militaro-industriel des États-Unis, et avec ça, ils comptent contrôler le monde pour faire un monde transhumaniste où les individus seront complètement manipulés, complètement dirigés par différents systèmes. J'en parle donc dans ma série sur le transhumanisme, que je vous invite à aller voir et que je vais continuer. Ceci est un complément qui rebondit sur les événements pour vous dire c'est exactement dans leur stratégie. Et donc ceux qui disent de façon optimiste, chouette, il y a plus de résistants, non, pas du tout. Ça se passe comme ils veulent. Et donc, est-ce que les migrants sont les idiots utiles du système? Malgré eux, bien sûr. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots. Vous voyez, c'est ça, l'expression idiot utile parfois est mal comprise. Ils sont instrumentalisés pour que le pouvoir arrive à ses fins. Et donc, en croyant probablement en toute honnêteté qu'il faut manifester contre ce pouvoir, que ce soit des gens, je dirais bien, qui ne veulent pas de violence, qui voudraient qu'il y ait la paix dans les banlieues, etc., ou que ce soit des casseurs qui sont là et qui profitent de l'occasion pour tout casser, bien sûr, je ne soutiens pas les casseurs. Les autres, je les comprends. Mais ils se trompent quand même. Ils se trompent quand même, ce qui est en train de se passer fait partie de la stratégie du pouvoir, et ça les arrange parfaitement. Et ce n'est pas du tout une situation où ils sont déstabilisés. Pas du tout. Le problème principal, c'est que pour avoir un gouvernement mondial, probablement centré sur l'OMS, ce sera l'outil qui mettra en place le gouvernement mondial apparemment, maintenant si c'est un autre outil, ils s'adapteront en fonction, c'est ce que je dis dans ma vidéo, je les mets là plutôt, sur la stratégie, leur stratégie et la nôtre pour réagir, c'est qu'elle peut s'adapter en fonction des circonstances. Une bonne stratégie n'est pas quelque chose de figé. Mais pour l'instant, l'idée, c'est d'utiliser le prétexte des pandémies pour donner un pouvoir surdimensionné à l'OMS qui sera l'embryon du gouvernement mondial. C'est à peine caché, hein. Lisez un petit peu, vous verrez, c'est ce qui est en train de se passer. Mais pour avoir un gouvernement mondial, il ne faut pas des États qui puissent s'opposer à ce gouvernement, donc il faut détruire les États. Donc il y a plusieurs façons de détruire les États. Il y a les détruire en les endettant jusqu'au cou et en détruisant l'économie, ce que les gouvernements font depuis des dizaines d'années en ayant des budgets qui ne sont pas en équilibre, et en plus en désindustrialisant, et en plus avec la guerre en Ukraine et la destruction des gazoducs, en se coupant de la source d'énergie qui permettait quand même à certains pays, particulièrement à l'Allemagne, d'avoir une économie florissante. Donc on a tout à fait détruit l'économie. Et sans économie, un État ne peut pas exister. L'État, il a besoin de moyens pour répondre aux besoins de sa population, assurer la sécurité, donner des services sociaux, etc. Alors ceux qui disent que les manifestants, les émeutiers, affaiblissent le pouvoir de Macron. Mais Macron, en tant que président, il ne veut pas être fort. Vous voyez bien qu'il affaiblit la France partout. Il a affaibli la France en Afrique. Il affaiblit la France par rapport à ces territoires ou départements d'outre-mer. Il est en train d'affaiblir la France. Parce que lui, c'est un mondialiste. Ça ne l'intéresse pas, la France. Lui, il rêve d'un destin européen mondialiste. Il prendrait bien la place de von der Leyen, qui, elle, pourrait aller à l'OTAN, par exemple. Lui, ça ne l'intéresse pas, la France. Mais il ne veut pas que la France puisse être une épine dans le pied aux mondialistes. Donc il faut la détruire au maximum. Donc ces émeutes l'arrangent parfaitement. Donc, si jamais il y a des émeutiers qui m'écoutent, vous aidez Macron. Vous aidez sa politique destructrice de la France. Vous ne le faites pas exprès, sans doute. Peut-être que certains, oui, hein, j'en sais rien. Mais c'est ce que vous faites. Et ceux qui se réjouissent de ce qui se passe, ben, ils ont tort. Sauf s'ils détestent la France, ceux qui veulent que la France soit détruite et diluée dans un magma européen qui est aux mains des mondialistes. Si c'est ça que vous voulez, alors vous pouvez vous réjouir.
Alors, comme pour tout, les gens me disent « Oui, mais tu fais des constats, mais tu n'as pas de solution. » Ah ben si, bien sûr. Une solution que je peux mettre en place tout seul. Il faut que nous soyons nombreux. Et si tous les gens qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans la rue, etc., ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, se mettaient ensemble et décidaient ensemble d'une stratégie, c'est pas moi décider tout seul la stratégie, pour créer un monde alternatif, alors on peut gagner. Mais tout le problème, c'est de se mettre ensemble. Vous voyez bien que les êtres humains, ils se divisent tout le temps. Je ne vais pas ici révéler des détails que j'ai de façon un peu indirecte, on va dire d'espions, qui sont dans des milieux intéressants. Mais quand vous voyez, ne fût-ce que les divisions entre les groupes de personnes qui se battent contre, on va dire, les mesures sanitaires, des gens, vous savez, anti-injection, etc., des gens parfois connus, hein. Est-ce que vous croyez qu'ils se mettent ensemble? On pourrait en citer, mais je n'accuse, attention, ici, personne individuellement. Mais est-ce que Louis Fouché, Alexandra Henrion-Côte, Christian Perron, Laurent Toubiana, ce sont tous des gens qui ont dénoncé, alors je viens de citer 4, mais je peux en citer des dizaines. Hein. Hélène Bannon, je crois qu'elle s'appelle, je la vois souvent sur Twitter, Virginie Joron, vous voyez, tous ces gens-là. Est-ce qu'ils se mettent ensemble? Mais parfois, il y a des tentatives. Vous avez, par exemple, Virginie Joron qui invite Alexandra Henrion-Côte. Ça arrive. Mais si vous allez à l'intérieur, vous allez voir que la plupart, encore une fois, je n'ai pas ici d'exemple, c'est de façon générale. Mais à l'intérieur, il y a plein de groupes qui se forment avec des ennemis parce qu'il y en a un. Alors ça peut avoir des trucs qui ont à voir. Ça peut être, disant oui, mais lui, il est contre toutes les injections. Moi, je suis seulement contre les injections Covid, je suis pour les injections. Donc, dispute. Mais ça peut être, il y en a un, il est pour la Russie pro-Poutine et l'autre, il est pro-Ukraine. Ils ne peuvent pas s'entendre. Alors même si je comprends hein, qu'on se dispute sur ces sujets, mais au final, ces tout petits groupes-là, ben, ils arrivent à rien. Et donc, on perd. Donc, est-ce qu'il y a des solutions? Oui, mais ça demande que nous soyons groupés. Et la première étape de la solution, et c'est le but de cette vidéo, sinon, pour aller plus loin, j'ai d'autres vidéos, je ne peux pas tout dire en une seule. Hein. La base, c'est bien sûr d'être groupé. Sans être groupé, on n'y arrivera pas. Hein, des petits groupuscules de résistance n'arriveront à rien. Mais nous devons être groupés avec une solution alternative cohérente, qui n'est pas basée sur le déni de la réalité, mais qui est basée sur les faits et la rationalité. Et donc l'exemple type, comme je le disais, c'est le réchauffement climatique. Tant que les gens qui sont dans la résistance nient le réchauffement climatique, qui est une réalité scientifique, totalement solide, plus solide que ça n'existe pas, que l'on peut constater avec ses propres yeux. Voyager un peu, bon Dieu, moi je ne suis pas contre, je suis pas pour les interdictions de voyage. Voyager, aller aux Philippines, c'est le pays de ma compagne, où il y a 10 millions de producteurs de riz, où ils vous disent tous qu'ils n'ont jamais eu un climat pareil et qu'on ne peut plus cultiver du riz. Et il y a des îles où il y a eu des problèmes de famine en 2022, je crois, ou en 2021. Donc c'est pas du tout comme ça. Vous allez me dire, oui, mais les Philippines. Mais au Mexique, c'est pareil. J'ai parlé avec mon ami Carlos, qui maintenant a ses cabanes, mais qui est issu d'une famille d'agriculteurs, et tous ses amis autour, les voisins, sont des agriculteurs. Ils sont tous désespérés par le réchauffement climatique, directement l'augmentation de la température, la sécheresse, qui sont des réalités au Mexique, mais en plus, l'augmentation des ouragans, exactement comme l'augmentation des typhons aux Philippines. Les sécheresses en Afrique de l'Est, vous savez que j'ai passé 12 ans en Afrique, donc 4 ans en Ouganda, ce sont des sécheresses qui n'ont aucune commune mesure avec ce qui s'est passé de mémoire d'homme. Et donc on a des problèmes d'alimentation à cause de ça. Donc nier ça, ben, vous n'êtes pas crédible. Et si vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas écouté. Et c'est donc facile pour le pouvoir de dire, bon écoutez, ils n'y connaissent rien, ils nient la réalité, donc on va leur imposer un gouvernement mondial qui dira ce qu'on peut utiliser comme carbone. Maintenant, si vous dites, non, non, je suis conscient du problème et je reconnais même que le GIEC sous-estime le problème. Le GIEC sous-estime le problème. Ben oui, la situation est plus grave que ce que vous dit le GIEC, en réalité. Et la plupart des publications scientifiques le disent, hein. C'est pas juste moi comme ça. Je le constate, mais il y a plein de publications pour l'appuyer. Mais ils ne sont pas écoutés. Il n'y a personne qui lit les publications scientifiques. Mais il y en a plein. Personne ne les lit. C'est pour ça que je ne fais plus de science en tant que tel. Je ne publie plus dans les revues scientifiques, ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui les lit. Donc je préfère faire une vidéo comme ça, essayer de toucher les gens et les réveiller. C'est ça que j'essaye de faire. Ça marche pas. Enfin, comme qui dira, moi j'aurais essayé. Quoi. Et donc, si on constate et dire voilà la réalité, voilà
les conséquences du réchauffement. Voilà la solution. Moi, je vous ai proposé une solution, hein, ça fait plus de 4 ans. Je l'ai faite d'ici d'ailleurs, c'était devant le même étang. Je ne sais pas si on voit l'étang ici à l'image, le petit étang de chez ma maman. La solution, elle est là. En 10-20 ans, on peut régler le problème. Mais que ce soit ceux qui nient le problème, ils ne vont pas prendre de solution puisqu'ils nient le problème, et ceux qui acceptent le problème et qui adhèrent au pouvoir, ne comprennent pas le problème ou ne veulent pas comprendre le problème comme il est réellement, puisque leur but est de mettre des mesures qui n'ont rien à voir avec le climat, mais qui est pour vous esclavagiser. Et donc, il n'y a rien qui est solutionné. Et donc, je répète, ou je précise, si tous ensemble, la résistance, on disait, voilà, on étudie le problème, on voit la solution, et on la met en place, que ça plaise au pouvoir ou pas, on ne lui demande pas son avis, ben, le problème va disparaître. Et comment est-ce qu'ils vont faire après pour justifier leur passe d'énergie ou du climat, ou je sais pas quoi. S'il n'y a plus de problème, ils n'y arriveront pas. Alors les émeutes, etc. Alors c'est un problème plus difficile, pour moi, que le climat. Parce que le climat, c'est directement lié à notre comportement. Donc si massivement nous changeons de comportement et qu'on convainc les autres, qui ne sont pas encore dans une mouvance, on va dire écologiste, mais pas au sens du parti de Yannick Jadot ou de Sandrine Rousseau, hein, ou de Tondelier, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui sont complètement à côté de la plaque, hein, il faut qu'on soit bien d'accord. Et si ensemble, on a une initiative qui permet à l'humanité d'évoluer son comportement pour faire disparaître des problèmes, c'est possible. Alors, comment régler le problème d'immigration? Eh bien, c'est la même chose. Parce que tout est lié. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui veulent partir de chez eux? Parce qu'ils sont instrumentalisés, oui. Tout comme le Covid a été instrumentalisé. Et il l'est toujours d'ailleurs. Mais le problème existe vraiment. Quand vous avez, comme moi, passé 12 ans en Afrique dans plus de 20 pays, il y a des tas d'endroits où vous vous dites, si j'étais là, je ferais tout pour aller en Europe. Pour 2 raisons. D'abord parce que là, la vie est vraiment pénible. Et encore, le mot est faible, c'est en euphémisme. Mais aussi parce que l'image que j'ai de l'Europe quand je suis en Afrique est très exagérée. On a l'impression que c'est le paradis. Alors vous vivez dans un endroit où vous avez l'impression que c'est l'enfer et on vous dit, à quelques milliers de kilomètres, il y a le paradis. Vous faites quoi? Vous y allez. Mais si on vivait bien en Afrique, ils n'auraient pas envie de partir. Les Africains sont souvent patriotes, ou ils sont souvent fiers de l'Afrique, fiers d'être africains. Ils n'ont pas tous envie de partir de leur pays. C'est parce que les conditions font que soit ils y sont presque obligés, ou en tout cas c'est la seule alternative pour avoir une vie décente, ou simplement c'est tellement attractif d'aller en Europe par rapport à leur mode de vie, que même s'ils sont en sécurité chez eux et que ça se passe pas si mal, ce qu'on voit a l'air tellement bien qu'ils ont envie d'essayer. On peut les comprendre. Mais si nous changeons de comportement, et je vais donner quelques exemples pour que vous voyez le lien, ben, ils n'auront peut-être plus envie de partir d'Afrique. Et c'est quoi ce changement de comportement? Exemple. Ben, c'est commencer à consommer localement. Pourquoi est-ce que l'Afrique est si pauvre? Je veux dire humainement, alors qu'elle a toutes les richesses dans le sous-sol. C'est parce que ces richesses sont exploitées par des pays étrangers. Des pays étrangers qui vont jusqu'à entretenir, voire créer des guerres, pour être certain qu'il n'y ait pas un État fort qui puisse exploiter ces ressources. C'est pour ça qu'on détruit aussi la France. Les États forts font peur aux mondialistes. Les mondialistes ne veulent pas d'un État qui peut contrecarrer leurs plans. Donc ils font tout pour détruire les États. Ce n'est pas qu'en Europe. En Afrique, c'est pareil. En pays comme la République démocratique, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, du Congo, c'est une des pires guerres, enfin je crois que c'est la pire guerre du XXIe siècle. Il y a eu plus de morts qu'au Yémen, plus de morts qu'en Ukraine, plus de morts qu'en Syrie. Et personne n'en parle. Pourquoi, vous croyez? Pourquoi vous croyez qu'on n'en parle pas? Parce qu'on n'a pas envie que vous vous offusquiez. Parce qu'ils n'ont pas envie que ça change. Parce que cette guerre au Congo arrange des dizaines de pays, des centaines d'entreprises qui vendent des armes à des groupes militaires, paramilitaires, nationaux ou pas, ou étrangers, ou des groupes dissidents. Ils les vendent en rythme de tous les côtés pour que ça équilibre et puis qu'ils continuent à s'entretuer. Ils ont fait ça en Angola aussi pendant 30 ans hein, ou 25 ans. C'est la même chose, hein. C'est pas qu'au Congo. Et pour comment est-ce qu'ils vont payer ces armes, ces gens? Ben, avec les ressources naturelles. Et donc on y a accès facilement. Sans passer par un État qui prend des taxes, qui s'organise, qui imagine qu'on peut installer des entreprises, des industries sur place pour exploiter directement et faire profiter à la main-d'œuvre du pays. Non, tout est parti comme ça. On exploite
du minerai brut qui passe par le Rwanda, l'Ouganda et qui part en Europe, aux États-Unis, en Chine, etc. Donc on comprend les Congolais qui veulent partir. Mais si on les laissait vivre en paix, organiser le pays comme ils veulent, exploiter leurs ressources qu'on leur achèterait honnêtement, il n'y aurait pas toute cette migration. Changer d'alimentation et de mode de vie, de façon cohérente en tenant compte de tout, on peut régler tous les problèmes. Le climat, l'immigration, les pandémies, tout. Nos gouvernements ne nous donneront pas les bonnes solutions. Donc il faut les mettre en place nous-mêmes, ou ça n'arrivera jamais. Et pour mettre en place des solutions à des problèmes, on ne peut pas nier les problèmes. Donc les gens de gauche en France qui disent qu'il n'y a pas de problème avec les migrants, ils sont des idiots utiles du pouvoir. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, ils sont les idiots utiles du pouvoir. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de problème de santé, en parlant bien sûr en particulier du Covid, ils sont aussi des idiots utiles du pouvoir. Parce que oui, il y a beaucoup trop de maladies, il y a beaucoup trop de gens malades parce qu'on bouffe mal. Et oui, il y a un réchauffement climatique, et c'est aussi parce qu'on bouffe mal. Et oui, il y a des problèmes en Afrique et on comprend qu'ils ont envie de venir chez nous. Et c'est aussi parce qu'on bouffe mal. Mais pas seulement la bouffe, mais c'est vraiment, c'est l'essentiel. Tout le monde mange tous les jours, hein, je vous rappelle. Si vous mangiez local, on règle le problème de l'exploitation des terres en Afrique, en Amérique du Sud. Si vous mangiez bio et végétalien, vous réglez le problème du réchauffement climatique, c'est ce que j'ai expliqué, je remets la vidéo. Vraiment, allez voir, c'est expliqué en détail. Et le problème des pandémies. Je l'ai expliqué dans diverses vidéos, je vous rappelle très rapidement, parce que les gens vont dire avec quoi il vient. Parce que tout ça est tout à fait lié. S'il y a autant de pandémies, alors vous allez me dire, oui, mais le SARS-CoV-2, il est venu de Wuhan, d'un laboratoire. Peut-être, sans doute, sans doute. Mais ce n'est qu'une. Ce n'est pas le seul problème de santé. Regardez les chiffres. Les gens sont malades, c'est une catastrophe. D'où viennent tous ces problèmes? Ils viennent de la malbouffe qui détruit notre immunité. Et pour tout ce qui est les virus et les bactéries, qui viennent des animaux, c'est le cas de 75% des virus et des bactéries dans l'histoire de l'humanité. Je ne parle pas juste d'une pandémie récente. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que les virus mutent des animaux pour aller vers les humains? C'est parce qu'ils manquent de territoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez d'animaux. Pourquoi? À cause de nous. Parce qu'on déforeste. Parce qu'on chasse. On détruit les animaux, les virus n'ont plus de place dans leurs animaux, donc ils viennent chez nous. C'est facile à comprendre, non? Et en plus, pourquoi végétalien? D'une part parce que ça détruit les animaux de la forêt. Les élevages, c'est quand même la première cause de déforestation, et donc de réchauffement climatique, et donc de disparition des animaux. Mais surtout, s'il n'y a plus d'élevage, on ne sera plus en contact avec les animaux. Indirectement, hein, parce que les virus, par exemple la grippe aviaire, les oiseaux sauvages qui sont en contact avec les poulets, et puis ça touche l'homme, quoi. Et s'il n'y a plus d'élevage de poulets, il n'y a plus de problème de grippe aviaire. Vous voyez? Tout ça est lié. Mais si votre réaction se dit « Oh non, non, moi je ne veux pas changer d'alimentation, c'est bien comme ça », alors vous êtes dans le déni. Soit vous allez dire « Il n'y a pas de réchauffement climatique, les migrants c'est pas grave, le Covid c'est Wuhan, et donc moi j'ai rien à changer, rien n'est de ma faute ». Vous serez esclavagisé par les mondialistes. Vous aurez été prévenu, je vous l'aurais dit. Ça suffit peut-être pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Je ne vais pas vous obliger, hein. Je n'ai pas le pouvoir de toute façon. Bon, comme d'habitude, j'ai eu plus de choses à vous dire que prévu. C'est déjà une vidéo très longue. Tous les sujets, je les ai déjà abordés. Je vous invite vraiment à les creuser dans les archives. Je vais mettre quelques liens dans la description de la vidéo pour vous diriger. Mais j'ai plus de 160 vidéos sur ma chaîne. Il y en a beaucoup qui traitent de ces sujets, où j'apporte des explications détaillées, des sources, etc. Mais c'est un peu en coup de gueule sur ce que je vois, ce qui se passe en France. Et surtout, ce qui me choque, c'est pas ce qui se passe, puisque je savais que ça allait se passer. Je l'avais d'ailleurs annoncé dans diverses vidéos. Ce qui me choque, c'est que ceux qui se croient dans la résistance ont un comportement qui est prévu par le pouvoir et qui les arrange parfaitement. Et donc je vous interpelle et je vous dis, prenez un peu de recul, soyez cohérents, réfléchissez à ce que vous faites et faites des actions, des réactions cohérentes qui vont vraiment gêner le pouvoir. C'est un appel vraiment à beaucoup d'entre vous. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous en tiendrez compte. Et je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, vous pouvez me soutenir en faisant des likes, des partages, etc. Et même des dons, notamment sur mon compte Tipeee. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous pouvez évidemment me contacter en privé pour d'autres solutions. À très bientôt.